la tuyauterie, dans le dispositif goutte à goutte dont a besoin l'agriculture, faire les bâches pour les serres, faire les géomembranes et les liners pour le revêtement des bassins de rétention et les bassins aquacoles. C'est tirer le gaz de Kayar, l'amener à la Falémé, dans le sud-est du pays, pour installer la sidérurgie. On a un jugement de 700 millions de tonnes de fer, transformer ce jugement, faire la sidérurgie pour avoir l'acier. Et quand vous avez l'acier, vous allez fabriquer des rails, vous allez fabriquer toute la machinerie, et je souhaite qu'on puisse fabriquer des camions, des bus, des tracteurs, des motoculteurs, et avoir l'industrie qui va avec. C'est aussi le numérique. Nous avons des talents extraordinaires dans le numérique. C'est à la fois la dématérialisation des procédures et la proximité, mais aussi c'est beaucoup d'entreprises et d'emplois. De l'autre côté, c'est l'agriculture. Comme je l'ai dit, il faut amener l'eau 12 mois sur 12. C'est faisable parce qu'il y a des zones où nous avons des ressources en nappe souterraine. Il faut faire plus de forage. Dans d'autres endroits, nous avons des cours d'eau. Vous avez le fleuve Sénégal, 5e fleuve d'Afrique. Oui. Vous avez le fleuve Gambie, le fleuve Casamance, et vous avez le lac de Guiers. Il faut faire des canaux. Le grand canal du Cayor, du Baol et du Sine, qui va traverser tout le centre jusqu'à arriver vers l'ouest, en face de Fatick, en passant par Touba, Diourbel et Bambey. C'est le canal du Gandiol pour revitaliser toute cette zone des Niayes qui va de Cambérène jusqu'à Saint-Louis. C'est les canaux entre la vallée du fleuve Sénégal et le Djeri pour amener l'eau. Et c'est les canaux qui partiront de la zone de Vélingara, Kolda et Tamba à partir du fleuve Casamance et du fleuve Gambie. C'est aussi draguer le fleuve Casamance. Parce qu'au niveau de Kolda, pendant toute une période de l'année, le fleuve Casamance ne coule plus. Et ce n'est pas bon. Donc, avec ça, vous allez développer une agriculture très forte pour retenir les paysans parce qu'ils pourront travailler 12 mois sur 12. C'est aussi l'élevage. Nous avons 3 millions de vaches. Mais quand vous avez 3 millions de vaches, vous ne devez pas importer du lait en poudre. Ouais, normalement. Oui, donc pour mettre un terme à ça, nous allons lancer à la charge de l'État l'insémination artificielle de toutes les vaches sénégalaises. Et cela demande renforcer la formation vétérinaire, mettre en place dans chaque région un laboratoire chargé de l'insémination artificielle, former les éleveurs pour qu'ils sachent cultiver, faire les cultures fourragères. Ensuite, c'est quand vous avez assez de lait, vous avez assez de récoltes en céréales, en légumes et en fruits, il est clair que vous allez mettre en place des usines de transformation agroalimentaire. Parce que la matière première sera là durant toute l'année. Et ça aussi, l'autre chose, d'abord, l'agriculture, de manière générale, va enrichir l'agriculteur. Parce que j'y ajoute, il nous faut développer l'aquaculture dans tout le pays. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits, ils ne peuvent pas manger du poisson frais. Alors qu'il est possible de faire des bassins aquacoles avec ces liners et ces géomembranes que la pétrochimie va fabriquer. On pourra, dans les bassins, garder l'eau assez longtemps pour pouvoir développer l'aquaculture. Lorsque j'étais recteur de l'UGB, j'ai mis en place l'UFR des sciences agricoles, de l'aquaculture et de la technologie agroalimentaire. Donc, développer l'aquaculture et amener beaucoup de choses. Et c'est cela qui va retenir les agriculteurs, retenir la jeunesse dans les campagnes et faire même le chemin inverse. Parce que les jeunes vont aussi venir en campagne parce qu'il y a du travail. Donc, on crée cela. L'autre chose, c'est le cadre de vie.
Parce que pour vivre quelque part, il faut s'y sentir bien. Oui, c'est clair. Oui. Le cadre de vie dans les villes, tous les espaces libres, on les a bouchés. Mais les villes modernes ne fonctionnent pas comme ça. Il faut qu'elles respirent, qu'il y ait des espaces verts, qu'il y ait des bois, qu'il y ait des aires de jeu pour les enfants, qu'il y ait des terrains de sport pour la jeunesse et pour les adultes. La campagne, il faut moderniser nos villages. Nous allons moderniser les villages. Un village, il doit avoir une école, il doit avoir un centre culturel, il doit avoir une bibliothèque, il doit avoir les infrastructures sportives, il doit y avoir l'éclairage public, il doit y avoir un village. Et ça, c'est un travail aussi que nous allons lancer pour que vivre dans les campagnes, on s'y retrouve. Parce que quand dans le village, vous avez ça, vous avez accès à Internet au débit, vous avez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous allez faire en ville? Absolument rien du tout. Hein. Rien du tout. Ouais, les gens resteront dans les villages. Clair, mais s'il n'y a rien, si le village n'est pas joli, si le village est sale, mais ça veut dire qu'on ne respecte même pas ceux qui habitent. Donc il nous faut revaloriser. Exactement. Du sens à vivre dans les campagnes. D'accord. Un programme en tout cas très ambitieux à l'entendre parler. Mbaye Diouf qui vous dit merci monsieur le président en direct. Mbaye Diouf, le jeune Mbaye Diouf. Je le salue. Oui, Mbaye Diouf, vous avez le bonjour monsieur le président, monsieur le ministre. En tout cas, est-ce que ce programme a été quand même conçu de manière solitaire ou bien c'est un programme qui va sur des bases d'une démarche consensuelle avec toutes les différentes parties prenantes, les jeunes consultés, les femmes par-ci par-là, solitaire conçu dans un bureau et puis voilà. Non. Alors, la plupart, ça se passe comme ça. Je vais vous dire, c'est un programme non seulement qui est conçu de manière consultative, parce que ce que nous avons fait, nous avons, avec un groupe, rédigé la note conceptuelle qui était à l'époque une note de 2 pages, juste pour donner la vision et les idées. Et nous l'avons envoyée à une 30aine d'experts du développement de toutes sortes. Et chacun a apporté. Chacun, ça a tourné. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est la 30e version du programme originel. Et il n'est pas terminé. Parce que nous allons mettre en place ce que j'appelle le club dignité et développement. Nous avons d'ailleurs désigné la personne qui préside ce club. C'est qui? Oui. Sa mission principale sera? Alors, ça va être quoi? Il y a 32 programmes. Chaque programme, c'est d'avoir 10 experts, 5 acteurs qui travaillent dans le domaine et 5 bénéficiaires. Ça fait 20 personnes. Ces 20 personnes vont reprendre l'élément de base qui est dans le document, le développer, le critiquer et ensuite y rajouter des choses qui n'y sont pas et ensuite faire la planification stratégique sur 10 ans et ensuite maintenant la planification opérationnelle sur 5 ans qui va être ce qui va être fait lors des 5 ans. Et à partir de là, ça va nous amener au mois de septembre, octobre. Et c'est ça qui va constituer ce que j'appelle le contrat du candidat professeur Mary Teuw Niane avec le peuple sénégalais, lorsque le peuple sénégalais... Pour la transformation nationale, mais ce qui impressionne en tout cas les téléspectateurs et les internautes, MTN, c'est comme Mary Teuw Niane maintenant. Vous avez joué sur votre... Non, en réalité, c'est bien ça, l'inspiration. En réalité, le destin a fait ça. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Le destin a fait ça. Et nous avons travaillé. Quand nous avons fini ce document-là, la question c'était d'abord comment on va le porter. On a dit, au Sénégal, on parle de parti. Mais il n'y a pas de parti. Au vrai sens du terme, nous n'avons pas de parti. Nous avons en fait des fans clubs.
Donc on a dit, on ne va pas donner un nom qui commence par parti. Ce que nous voulons, c'est en fait un mouvement d'idées autour de ce programme. Et le mot mouvement est sorti. Mais ce programme-là, c'est un programme qui dépasse de transformation. C'est là où le concept transformation est venu. Oui. C'est un programme de transformation et parce qu'il faut toucher à tout. Tous les secteurs. Plan local, journal, départemental, même national. National, intellectuel, tout est venu. Et puis, paf, c'est venu mouvement pour la transformation nationale. On se retrouve avec et M. Tac, avec M, T, N. Comme Marie Théonian. Comme Marie Théonian, on a dit tac. Ça, c'est la prédestination. Oui. Alors, on va rajouter quelque chose. Parce que celui qui lit, il va tout de suite interpréter que nous avons construit le nom à partir du MTN. Alors que l'histoire n'est pas venue comme ça. Et Dieu a fait que, là encore, prédestination, parce que pour faire l'acronyme, on a dit, regardons, mouvement, on prend MO, transformation T. Ça donne maintenant, c'est-à-dire quelque chose qui est complète. C'est comme ça que c'est arrivé. Et nous sommes heureux que ça tombe comme cela. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Le programme, on a parcouru quelques passages évidemment de ce programme très ambitieux. Vous dites, nous avons en commun une foi en l'homme avec grand H, en tout cas, une absolue et incorruptible fidélité à des principes qui sous-entendent la vie en société. C'est la tolérance, le respect, les droits de chacun, la participation à la gestion des affaires publiques, l'égalité, entre autres. Faites-nous un petit résumé par rapport à cette expression, ce passage dans votre programme. C'est essentiel. C'est à la fois l'humanisme du programme. Parce que nous croyons que pour réussir les transformations que nous voulons au niveau du Sénégal, il faut arriver à unir toute la population sénégalaise. On ne peut pas faire ça, comme vous disiez au début, de manière solitaire. Et ça ne sera pas une affaire d'un petit groupe ou une affaire d'une caste ou autre chose. Non, c'est une affaire qui doit mobiliser les hommes et les femmes, les jeunes et les adultes, qui doit mobiliser les musulmans et les chrétiens, qui doivent mobiliser toutes les ethnies du Sénégal. Et c'est en cela qu'il faut trouver le point commun. Et ce point commun, tu sais, c'est 2-3 choses. C'est nous tous, nous aimons ce que nous sommes. Donc, nous aimons nos langues. Ça fait partie de notre être. Nous aimons nos religions. Vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens. Et là-dedans même, nous aimons nos tarikhas, nos confréries, les déclinaisons de nos religions. Absolument. Nous aimons aussi notre substrat culturel, qui est ce que les ancêtres nous ont légué, comme valeur, comme tradition. Cela est un excellent tremplin pour aller vers le projet que nous voulons mettre en place. Utiliser ce qui est le meilleur de nous-mêmes pour nous unir et en même temps pour nous inciter au dépassement. Donc, c'est cela. L'autre aspect, ce sont les valeurs. Oui. Parce qu'on ne peut pas bâtir si nos valeurs de jom, de kers, nos valeurs de foule et de faïde, nos valeurs de la parole donnée. Non, parce que ce qu'on reproche aux politiciens, c'est de ne souvent pas tenir parole. Or, le contrat que nous voulons signer avec les électeurs, c'est de leur dire, si vous nous faites confiance, ce que nous disons, nous le ferons ensemble. Et ça aussi, c'est une question des valeurs. Et l'autre aspect, c'est la connaissance. Parce que nous sommes dans un monde, anciennement d'abord, la connaissance jouait un rôle formidable. Oui. Vous savez, le Sénégal, quand ces derniers temps, j'essaie de refaire un peu l'histoire de la connaissance
au Sénégal, mais on est ahuri. Vous savez, l'université de Pire, elle est hyper ancienne. Pire, oui. Pire, c'est une université très ancienne. Okay. Vous avez nos hommes se sont accaparés de l'écriture et de la langue arabe pour développer la pensée intellectuelle, pour développer une philosophie et autres. Les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, les écrits de El Hadj Oumar Foutiyou Tall, les écrits de El Hadj Malick Sy, les écrits de El Hadj Ibrahima Niass, les écrits de Cheikh Moussa Camara, les écrits de Cheikh Moussa Ka, Oui. etc., etc. Et vous avez pas mal d'endroits au Sénégal où vous y allez, les gens vous amènent dans une case et vous trouvez pas mal de manuscrits qui sont là. Oui. Donc la connaissance fait partie de notre vécu. Et elle aussi, nous faisons appel à elle pour cette transformation nationale. Et enfin, c'est la teranga sénégalaise. Oui. Vous savez, qu'on appelle teranga en wolof, qu'on dise teddungal en pulaar. En pulaar, oui. Je suis sûr, le Diola, le Serer, le Socé, chacun a sa manière de l'exprimer, parce que partout où vous allez, vous vous dites, mais ces gens-là, ils sont plus accueillants que moi-même, ceux de chez moi. Vous voyez, un jour, je suis allé à Joal. J'ai été ahuri de... Alors, si je le dis, mes amis serrères vont me taquiner, mais quand même, je vais le dire. J'ai mangé un couscous extraordinaire. Un autre jour, je suis allé à un endroit non loin de Fimela, où ils m'ont servi un lait. Je pense que j'ai jamais bu un lait aussi bon, etc., etc. C'est pour dire juste que nous avons des traditions et nos salutations en sont le reflet. On se salue en se souhaitant la paix du matin au soir. Alors ça, c'est une des forces même de cette nation sénégalaise, de ce pays. C'est notre force, c'est notre âme. Ouais. Et ça, nous devons valoriser cela. Nous ne devons pas, comme on dit, mettre une croix dessus. Et nous l'assumons. Nous l'assumons. Et c'est pourquoi nous disons, notre voie de conquête démocratique du pouvoir est une voie pacifique. Important le terme pacifique. En tout cas, vous envisagez également de réformer notre système éducatif sénégalais en faisant la promotion des langues nationales. Pourquoi? Quelle est la pertinence, professeur? Alors, c'est d'abord trois choses. La première, je n'ai pas vu un pays développé qui s'est développé avec une langue étrangère. Ça, c'est la première chose. Je ne connais pas. Ça, c'est la première. La deuxième chose, les pays que j'ai vus, qui sont des pays émergents, tous ces pays se sont appuyés sur leurs valeurs culturelles pour tirer le maximum de leur population. Et ces valeurs culturelles-là, la première, c'est la langue. Parce que c'est la langue à partir de laquelle on acquiert de nouvelles connaissances, on acquiert de l'expérience et de l'expertise. C'est dans cette langue aussi qu'on exprime toute la fierté, la confiance en soi. Et c'est dans cette langue aussi qu'on construit l'imaginaire d'un futur meilleur. Est-ce que ça ne va pas quand même déstabiliser notre système éducatif en quelque sorte quand même? La refondation, j'allais dire. Hein. C'est risqué quand même. Non, c'est pas risqué. Ah ouais? Parce que nous le ferons de manière experte. Vous savez, j'ai fait quelque chose quand j'étais recteur de l'UGB. Ouais. J'ai mis en place l'UFR civilisation, religion, art et communication. Vous retrouvez les trois choses là-dedans. Et dans cette UFR, elle a un département langue et culture africaine où le Wolof, le Serer, le Wolof et le Pulaar sont enseignés comme langue vivante, porteuse de connaissances de la licence au doctorat. Et il est possible que chacune de nos universités ait un département LCA, langue et culture africaine, où on enseigne toutes nos langues
Il faut que l'enfant, quand il arrive au préscolaire, mais il commence par la langue qu'il pratique chez lui. Paraît-il que l'enfant comprend mieux avec la langue qu'il comprend, sa langue maternelle, que exactement, même les mathématiques ont été prouvées. C'est même l'obligation que nous avons de développer les mathématiques, la science, la technologie et l'ingénierie, les STEM comme on dit, qui nous impose de commencer par la langue maternelle. Parce que aujourd'hui, le fait de commencer par le français est en train de nous montrer tout l'échec d'une politique scientifique et technique. L'année dernière, nous étions à 18% de candidats venant des séries scientifiques et techniques au baccalauréat. Pour les séries scientifiques, c'était autour de 16%. Donc, alors que dans les années 80, on était à plus de 50% de bacheliers scientifiques. Vous voyez? Donc, on est en train de régresser chaque année et nos capacités de développement de se rétrécir comme peau de chagrin. Et il est essentiel que nous changions cela. La langue déjà, on commence pas à la maternelle, que tout le monde maîtrise sa langue maternelle. Est-ce qu'une guerre déclarée à la France, qui est quand même notre... Parce que c'est un legs colonial quand même, hein, c'est un truc qui a été laissé de l'ordre de la colonisation. Non, ce n'est pas une guerre déclarée du tout. Du tout. Parce que nous ne voyons pas le chemin vers le bien-être des populations comme une démarche en autarcie. Okay. Non, ce sera une démarche ouverte. On fait ça. CICP, langue nationale. En CE1, on introduit le français. Quand vous êtes déjà mûr dans l'écriture, dans l'expression de votre langue, il est plus facile d'acquérir une autre langue. En CE1. En CM1, on introduit l'initiation à l'anglais. Ces langues sont déjà posées en CM2 et plusieurs expériences d'écoles pilotes, parce que ce que je dis, ce n'est pas simplement une élucubration, mais des écoles pilotes ont eu lieu et ont montré que les enfants formés de cette manière-là, en CM2, sont aussi bons en français, en sciences, que ceux qui ont été formés dès le début en français. D'accord. Donc, il ne faut pas nous priver, qu'on se prive de cela. D'accord. Et ensuite, quand vous faites ça, durant le cursus, évidemment, vous développez les mathématiques, les sciences et autres, mais en même temps aussi, vous inculquez une culture citoyenne et vous inculquez aussi l'amour d'avoir un métier. Parce que là aussi, ça fait partie du substrat de la réforme de l'éducation. On a eu un système éducatif jusqu'à aujourd'hui pour lequel avoir un métier, ce n'est pas important. Restituer ce qu'on vous a appris. Donc là aussi, dès l'élémentaire, on va commencer à initier les enfants par des visites à des ateliers, des visites à des usines, des jardins scolaires, des exercices de poterie, des exercices de bricolage, etc. Okay. À partir du CM2 maintenant, nous allons changer les choses. C'est-à-dire que 60% vont aller vers la formation à un métier et les sciences et les technologies. Et 40% vont aller vers la formation générale. Et à partir de la 6e, on généralise l'enseignement aussi de l'arabe. Ça aussi, c'est tenir compte de la géopolitique dans laquelle on est. Parce que nous sommes le pays de transition entre l'Afrique noire sahélienne et l'Afrique arabe. Dès lors que la Mauritanie a choisi d'être un pays arabe. Donc, là, apprendre à nos enfants aussi l'arabe, c'est pour des partenariats futurs avec le monde arabe que nous savons très importants au niveau de la production pétrolière, gazière et dans la dynamique économique mondiale qui se construit. D'accord. Je me battrai